Bienvenue à la Maison des Arts et Métiers. Merci à Valentine Ferréol, notre présidente, de nous accueillir dans ce magnifique endroit, une fois de plus. On ne s'en lasse pas. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Luc Breton, je suis le vice-président de l'Institut G9+. Alors la première bonne nouvelle ce soir, c'est que vous êtes assis. Félicitations. Pour votre info, on a refusé à peu près l'équivalent de la salle à l'inscription, ce qui montre l'intérêt qu'a suscité cette rencontre annuelle. Et puis la seconde bonne nouvelle, c'est qu'a priori, vous allez passer une soirée tout à fait inoubliable. C'est ce qu'on a parié. Alors moi, je vous le dis tout de suite, cette rencontre, elle sera dense intellectuellement, elle sera disruptive définitivement, elle sera longue, au moins 2 heures, mais passionnément. Et donc pour une raison simple, c'est que nous avons des invités tout à fait exceptionnels. Autrement dit, aucune réclamation ne sera retenue sur ces dimensions que nous assumons pleinement. Comme vous le savez, nous avons choisi en 2013 d'analyser le potentiel du marché des objets connectés et ses dynamiques internationales. Nous avons publié sur la base d'entretiens avec les meilleurs spécialistes notre livre blanc, les nouveaux Eldorado de l'économie connectée. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit comme tout ce que fait l'Institut G9+, en publication et en livre blanc. Et en lui dédiant avec succès notre rencontre annuelle l'année dernière. 2014, c'est donc naturellement l'année du Big Data, prédictif pour nous. Et nous avons organisé au premier semestre, vous y étiez probablement pour un certain nombre d'entre vous, la principale conférence sur le sujet en France sous le titre « Ils font parler les data pour accélérer l'innovation ». Et un livre blanc vient d'être édité. Son lien de téléchargement vous sera envoyé à vous en premier, probablement dans la semaine. Et il sera téléchargeable également gratuitement. Internet des objets, Big Data, donc vous avez reconnu les marqueurs de la 3e révolution industrielle, celle de l'Internet, et c'est naturellement le sujet de cette 18e rencontre annuelle du G9+. Alors avant de rentrer pleinement dans le sujet, je voulais remercier l'engagement absolu de mes amis du comité d'organisation de l'Institut G9+, qui, comme moi, sont tous bénévoles et qui ont organisé cette rencontre. Merci à Bruno Dumont, à Nicolas Martinez-Dubost, Patrick Arnois, et en particulier ces 2 derniers pour l'organisation de la visioconférence avec Jérémy Rifkin, qui est au Canada, Rémi Prunier, Rodolphe Falzerana, François-Xavier Martin, Natacha Heurtaud, qui s'occupe de nos relations presse. Donc pour les journalistes qui sont dans la salle, c'est avec elle qu'il faut traiter. Frédéric Lowe, Jean-François Vermont et Jean-François Perret. Merci beaucoup à eux. Également pour ceux qui suivent la progression de l'Institut G9+, vous noterez que nous livrons notre plan de marche. On avait annoncé ici même, il y a 2 ans, qu'on allait un peu muscler notre organisation. Ce qui a été fait, je rends hommage à nos mécènes, sans qui rien ne serait possible. Alten, Microsoft, PAC, Pierre Audouin Conseil, Salesforce, Sopra Group, Verizon et VMware. Et puis d'autres sont dans le tuyau qui arrivent. Et puis je remercie particulièrement ce soir Cisco et Verizon qui rendent possible la visioconférence, qui est une prouesse technologique encore en 2014. Il faut que ça change. Mais enfin, c'est pour l'instant, avec les tests qui ont eu lieu ces derniers jours, c'est OK. Je remercie enfin le groupe CXP d'être le sponsor de cette rencontre 2014. Cette année, Pierre Audouin Conseil, qui est un des soutiens historiques du G9+, vous le savez, a rejoint CXP, ce qui fait de ce groupe le nouveau leader européen d'analyse et de conseil dans les domaines des logiciels et des services, numériques bien entendu, couvrant les grands écosystèmes, DSI, ESN, éditeurs et les grands pays, Allemagne, France, UK. Merci à CXP particulièrement de nous aider pour cette 18e rencontre annuelle. Alors je vous propose de démarrer. Je parlais de 3e révolution industrielle. Les plateformes technologiques des 2 premières révolutions industrielles, la vapeur et l'électricité pour la partie énergétique de ces révolutions, mais Jérémy Rifkin va revenir là-dessus, avaient été conçues pour être centralisées, commandées, contrôlées d'en haut, utilisant elles-mêmes des moyens de communication également centralisés. Eh bien, la 3e révolution industrielle, qui est marquée par l'Internet des objets et son caractère distribué sur le territoire, et des moyens de production d'énergie qui tendent également à se distribuer, en particulier pour les énergies renouvelables, c'est le nouveau paradigme. Alors, les caractéristiques de cette nouvelle ère, j'en développe 2 avant de conclure, c'est l'accélération et la complexité
qui sont sans précédent dans l'histoire de l'humanité. L'accélération, tout d'abord, c'est celle des capacités de disruption et d'action à grande échelle, autrement dit, une surabondance d'opportunités. On dit que les entrepreneurs, aujourd'hui, et les start-upers sont stressés, non pas de trouver une idée, mais de choisir entre cette abondance d'opportunités, qui renvoie d'ailleurs à l'abondance des données qui sont disponibles aujourd'hui. Nous disposons à l'heure actuelle de la plus grande infrastructure d'innovation que l'humanité ait jamais connue. Aujourd'hui, des individus disposent de capacités de calcul et d'action en réseau, jusque-là réservées aux grands groupes ou aux institutions publiques. Il suffit de constater qu'en 200 ans, la vitesse de transmission de l'information a été multipliée par 100 milliards. Chacun a désormais dans la poche, avec son smartphone, la puissance d'un Cray2 des années 90, en fait plus. Et début 2018, Pascal Cagny nous le disait l'année dernière, lors de cette rencontre annuelle, 4 milliards d'humains auront un Cray2 dans la poche. Oui, 4 milliards contre 1,5 milliard fin 2013. Ceci ajouté à des capteurs à moins de 1 euro pour un accéléromètre, un GPS, un thermomètre, un Bluetooth, un Wi-Fi, un processeur, etc. Le monde appartient aux ingénieurs, aux entrepreneurs. C'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, vous le savez probablement déjà, on a ajouté 2 couches basses à la pyramide de Maslow. En partant du haut, vous avez l'accomplissement personnel, l'estime, les besoins sociaux, la sécurité, les besoins physiologiques. Et bien maintenant, on peut ajouter encore en dessous le Wi-Fi et encore plus bas, la batterie. Plus sérieusement, Richard Buckminster Fuller, puis Francis Heiligen, dont je vous recommande chaudement les lectures, vous aurez tout ce discours en ligne, hein, rassurez-vous, a décrit dès 1969 le phénomène d'éphémérisation. C'est un process qui consiste à réaliser toujours plus avec moins. Désormais, plutôt que de compter sur une chance de découverte fortuite, la sérendipité et l'attendre, les nouvelles méthodes d'innovation développent des techniques systématiques de recherche en utilisant la modélisation et le test avec les clients, ce qui caractérise la science. Les nouvelles idées sont exprimées, formalisées et testées à un rythme sans cesse plus rapide. Ça, c'est pour l'accélération. La seconde dimension, et j'ai bientôt terminé, c'est la complexité. Aujourd'hui, tous les dirigeants d'État ou d'entreprise, les savants et autres prix Nobel, sont dans le doute, pour ne pas dire plus. D'ailleurs, vous allez avoir des grands penseurs qui vont vous exprimer des choses. Et ils sont d'autant plus dans le doute qu'ils s'expriment face à vous sur un ton péremptoire, ce qui est en général leur caractéristique. Alors pour le dire simplement, personne ne comprend véritablement grand-chose au niveau global. Dans le domaine de l'innovation informatique, on a à peu près tout entendu. Watson, président d'IBM en 1943, je pense qu'il y a un marché mondial pour quelque chose comme 5 ordinateurs. Ken Olsen, président de DEC en 1977, alors c'est vieux en même temps, un particulier n'a aucune raison d'avoir un ordinateur chez lui. Ironie de l'histoire, DEC fut quelques temps plus tard acheté par Compaq, fabricant essentiellement des PC. Et puis il y a quelques années, je suis sûr que vous croisiez vos amis et vos voisins, ils vous disaient qu'eux vivants, jamais ils n'achèteraient sur Internet, ce qu'ils font tous aujourd'hui avec joie. Nous sommes en pleine éphémérisation. Charles Darwin disait d'ailleurs, ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survivra, ni la plus intelligente, mais celle qui sera la plus capable de s'adapter au changement. Et Jack Welch, l'ancien patron de General Electric, pour qui j'ai un faible, qui disait « Lorsque le rythme du changement à l'extérieur dépasse le rythme de changement à l'intérieur, la fin, sous-entendu d'une entreprise, est proche ». Ce qui laisse imaginer le cycle de vie des entreprises qui quand même se réduit, et en tout cas c'est vrai pour les Fortune 500 de façon tout à fait majeure, il y a des études qui le montrent. Les changements induits par la troisième révolution industrielle ont vu le logiciel s'immiscer tel un fluide dans toutes les pores de l'économie mondiale pour en capter la valeur. Marc Andreessen, que vous connaissez tous, qui est un des plus grands gourous de la vallée, depuis que Steve Jobs est mort, disait les 10 dernières années ont été caractérisées par « Software is eating the world », le logiciel avale la valeur mondiale. Tous les continents en ont profité, sauf un, devinez lequel, l'Europe, bien sûr. Toujours un seul éditeur dans le classement Financial Times 500 SAP en Europe, alors que tous nos constructeurs hardware ont disparu et que les telcos, je suis bien placé pour le savoir, se sont tous appauvris pour répondre à la religion consumériste de Bruxelles. La valeur pour les 10 prochaines années, elle va probablement se déplacer du logiciel vers l'Internet des objets et le Big Data. En 2020, entre 50 et 300 milliards d'objets connectés généreront plus de la moitié des datas mondiales, celle-là même qui double aujourd'hui au rythme de 14 mois. Mais au-delà de ces ruptures technologiques telluriques, ne sentez-vous pas, comme moi,
que les organisations traditionnelles sont datées, à bout de souffle. Les manifestations d'ampleur se succèdent. Les hystérésies, c'est un peu comme les crises financières, c'est de plus en plus fort, et il y en a de plus en plus, et c'est de plus en plus court, et échappent complètement aux syndicats traditionnels, les poussins, les pigeons, les bonnets rouges, la manif pour tous, les tondus, les plumés, pour ne prendre que quelques-uns. Les partis politiques, passez-moi l'expression, sont à la rue. Les dirigeants politiques, je n'en parle même pas. Et les entreprises. Mon avis personnel est que le modèle hiérarchique pyramidal classique, né avec le taylorisme, ne permet pas l'expression de tous les talents de l'entreprise. La disruption numérique a généralisé le Lean Startup, les méthodes agiles, le développement itératif avec les clients de produits qu'on appelle des MVP, Minimum Viable Product, le produit minimum viable avec une fonctionnalité qui marche bien, c'est déjà pas mal, plutôt que deux qui marchent mal. Dans ce mode, c'est bien l'appartenance à un projet pluridisciplinaire qui compte et non le rattachement hiérarchique. En tout cas, pas seulement le rattachement hiérarchique. Les premières entreprises qui sont passées au modèle de l'holacratie, pas holocratie, on fera une conférence prochainement là-dessus, inscrivez-vous vite, elle sera pleine, c'est une certitude. Modèle basé sur l'autonomie des collaborateurs, elle est en décembre, et sur des rôles qui évoluent en fonction des besoins de l'entreprise. Ces entreprises connaissent un bond d'efficacité et d'intérêt au travail par l'intelligence collective qui s'en dégage. Ça s'applique à des petites entreprises et à des très grosses internationales de la même manière. Bref, je m'arrête là. Dans ce contexte d'accélération et de complexité, nous avons demandé à Jérémy Rifkin, Jacques Attali, Clara Guémard, que je salue et que je remercie d'être parmi nous, et idem pour Jean-Marc Daniel, de nous les décrypter sous la houlette de l'excellent Frédéric Simotel. Frédéric, il est là, derrière moi. Jérémy, floor is yours.